éternelle ville martyre, qui subissent depuis une dizaine de jours des vagues de bombardements meurtriers menés par l'aviation israélienne. Il y a quelques mois, nous étions réunis ici même, devant l'Ossaria, pour dénoncer la mort de George Floyd et relayer à notre humble niveau ce cri de ralliement à résonance mondiale, Black Lives Matter, contre les violences policières et le racisme aux États-Unis, en Israël et partout dans le monde. Au cours de ces 40 dernières années, à maintes reprises, nous nous sommes réunis devant ces grilles pour dénoncer le régime d'apartheid en Afrique du Sud et exiger la libération de Nelson Mandela. Pour exprimer notre soutien à nos frères du Timor oriental en lutte pour leur indépendance et pour demander la remise en liberté du leader du Fretilin, Xanana Gusmao, pour dénoncer la politique coloniale de javanisation à marche forcée de West Papua menée par l'Indonésie, ou pour condamner la décision prise en juin 1995 par le président Jacques Chirac de rompre le moratoire décrété par Mitterrand et d'ordonner la reprise des campagnes d'essais nucléaires dans le Pacifique. Et pour l'anecdote, mais une anecdote lourdement chargée d'histoire pour nous militants indépendantistes kanaks, c'est aussi devant ces grilles, celles qui sont situées un peu plus haut derrière nous, qu'il y a près de 40 ans, vers la fin du mois d'octobre 1984, nous nous sommes réunis à quelques dizaines, sous la pluie, pour écouter les dernières consignes données par Edouard Machoro sur la mobilisation du 18 novembre en pleine gestation. Pour ce qui restera comme l'ultime meeting public du grand frère Éloi, qu'il donnera de son vivant à Nouméa avant son départ pour Thio. Autre temps, autre appel à la résistance, autre hymne à la liberté. En 2009 et en 2014, au plus fort des invasions de Gaza et des guerres menées par l'armée israélienne contre la résistance palestinienne, et notamment le Hamas et le djihad islamique, nous avions déjà mobilisé dans les rues de Nouméa pour exprimer notre colère et notre indignation face à ce que Amnesty International, Human Rights Watch et la Cour pénale internationale qualifieront de concert de crimes de guerre. De crimes de guerre perpétrés contre des populations civiles par l'armée israélienne. Pour rappel, l'opération Bordure protectrice menée contre l'enclave de Gaza en 1914 se soldera par la mort de 2200 personnes côté palestinien, sans compter les milliers de blessés, les destructions de centaines d'habitations et d'infrastructures civiles, parmi lesquelles des hôpitaux, des crèches et des écoles. Aujourd'hui comme hier, comme un vieux film qui passe en boucle, le même scénario se répète. Brimade et provocations de la police israélienne, manifestations en riposte de jeunes palestiniens, répression à grande échelle, intervention du Hamas, répliques violentes et sanglantes de Tsahal. Les incidents intervenus ces dernières semaines à Jérusalem pendant la période du Ramadan, notamment autour de la mosquée Al-Aqsa, considérée comme le troisième lieu saint de l'islam, ont servi de détonateurs dans un contexte politique, social et religieux très tendu qui ne demandait qu'à s'embraser. Il convient de rappeler que c'est en réponse aux tirs de la police israélienne ayant causé près de 900 blessés dans les rangs des manifestants et pèlerins palestiniens que le Hamas a lancé depuis Gaza ses premières salves de roquettes sur Israël. L'élément déclencheur de ce regain de violence, ce sont les affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La raison de ces affrontements, des menaces d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons juifs. En l'espace d'une dizaine de jours, en riposte aux tirs de roquettes du Hamas, l'armée israélienne a procédé en guise de représailles à des dizaines de raids aériens meurtriers sur la bande de Gaza, en tirant littéralement dans le tas à coups de bombes et de missiles, au prétexte d'éliminer les combattants du Hamas qui, selon la propagande israélienne reprise en cœur par l'ensemble des médias occidentaux, se servent de la population civile prise en otage comme des boucliers humains. Bilan de ce bain de sang, de ce que les politologues et journalistes mainstream qualifient pudiquement de guerre asymétrique, plus de 230 morts côté palestinien, dont 64 enfants, des centaines de blessés, des habitations détruites par dizaines, le réseau électrique partiellement détruit,
l'usine de désalinisation alimentant l'eau potable la population de Gaza réduite à l'état de ruine. Il y a 2 jours, sous la pression, au cercle très amical de Biden et de la politique américaine, un cessez-le-feu sans condition est intervenu entre les belligérants. Une trêve de combat plus que précaire compte tenu de la tension existante à Gaza, à Jérusalem et dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, y compris à l'intérieur même d'Israël, où pour la première fois, dans des villes à population mixte, de violents affrontements ont opposé entre Israéliens juifs et Israéliens arabes. Une donnée nouvelle ô combien lourde de conséquences dans ce conflit. À tout moment, le feu peut reprendre. Et on l'a vu dès hier, lorsque des affrontements violents ont opposé des centaines de Palestiniens aux forces de l'ordre israéliennes sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, à la fin de la prière du vendredi. Ce regain de violence n'est pas pour déplaire à un Netanyahou au plus mal sur la scène politique israélienne, poursuivi par la justice de son pays pour des affaires de corruption, incapable depuis 2 ans au terme de 4 élections législatives successives de trouver une majorité pour former un nouveau gouvernement, malgré les efforts déployés pour s'assurer le soutien de l'extrême droite israélienne, dont les éléments anti-arabes les plus suprémacistes et les plus racistes viennent de faire leur entrée à la Knesset, le Parlement israélien. Netanyahou a toujours instrumentalisé la question palestinienne, que ce soit pour des raisons de politique intérieure ou pour se forger sur la scène internationale une posture de vigile du monde libre face à la montée du terrorisme islamiste. Le Premier ministre israélien aurait tort de s'en priver, vu que cette vision d'un Israël rempart du monde libre contre la montée de l'islamisme trouve un large écho non seulement auprès des gouvernants, mais y compris de l'opinion publique dans les pays occidentaux, très perméable à la propagande israélienne, qui présente le Damas comme une espèce de Daesh palestinien et qui assimile l'ensemble des Palestiniens à des hordes de terroristes en puissance, des méchants arabes assoiffés de sang, prêts à rétablir des pogroms contre des malheureux gentils juifs rescapés de la Shoah. Sauf que dans cette partie du monde, depuis 73 ans, et la création de l'État d'Israël, c'est surtout le sang arabe qui coule. Durant ces 10 jours d'embrasement de Gaza, noyés sous les bombes et les missiles de Tsahal, toutes les chancelleries et capitales occidentales ont rivalisé de zèle pour dénoncer les tirs de roquettes du Hamas et pour justifier l'intervention militaire israélienne, totalement disproportionnée, au motif qu'Israël a le droit de se défendre. Un mantra repris à l'unisson par toute la classe politique française, de l'extrême droite au Parti socialiste, en passant par Macron. À aucun moment en Occident, on a entendu un chef de gouvernement, un leader d'opinion ou un éditorialiste de référence dire que le peuple palestinien, lui aussi, a le droit de se défendre au travers des organisations combattantes de la résistance palestinienne, que ce soit le Hamas, le djihad islamique ou le Fatah de Mahmoud Abbas. Aux États-Unis, alliés indéfectibles de Netanyahou et de sa clique, qui quelques semaines avant venaient de vendre pour 7 milliards de dollars d'armement à Israël, seul Bernie Sanders, lui-même d'origine juive, s'est manifesté dans une tribune au New York Times pour dénoncer les crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza et apporter son soutien au peuple palestinien. Face à ce déni de réalité, face à cette hypocrisie dominante, nous sommes là pour dire, en écho aux centaines de milliers de gens qui de par le monde se sont manifestés ces derniers jours pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, que si terrorisme il y a, c'est celui de Netanyahou. Que si terrorisme il y a, c'est celui de l'armée israélienne. C'est celui de l'État d'Israël. Que les victimes d'hier sont devenues des bourreaux aujourd'hui. Qu'aucune paix durable, aucune sécurité garantie d'Israël ne se construira sur le dos et le sang des Palestiniens. Il y a une semaine, le 15 mai dernier, des millions de Palestiniens de par le monde ont commémoré le souvenir de la Nakba. Je m'excuse auprès des Améras si je prononce mal. Voilà. Ce qui veut dire, en langue arabe de Palestine, la grande catastrophe, en mémoire de 700 000 Palestiniens chassés de leur terre et de leur patrie lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Réfugiés et exilés au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Égypte et un peu partout dans le monde. Une diaspora dont le mouvement national palestinien réclame depuis des décennies
Le droit au retour dans leur patrie d'origine, dans la Palestine historique. Un droit au retour posé comme préalable à toute négociation avec Israël sur un accord de paix. On ne peut saisir et comprendre tous les soubresauts du conflit israélo-palestinien si on ne replace pas les violences actuelles dans leur dimension historique, à savoir la confrontation frontale entre une entité, Israël, créée de toutes pièces par les pays occidentaux, et notamment des pays ayant exercé des mandats sur la Palestine au lendemain de la Première Guerre mondiale, sur fond de repentance et de mauvaise conscience, après des siècles de persécution du peuple juif, jusqu'à la solution finale de l'Holocauste mise en œuvre par les nazis, et un peuple palestinien enraciné sur cette terre de Palestine depuis des millénaires, et qui n'était en rien responsable des malheurs séculaires rencontrés par la diaspora juive. Depuis la déclaration Balfour en 1917, qui faisait écho au mouvement sioniste international, en leur promettant la création d'un foyer juif national en Palestine, jusqu'au projet défendu en 2020 par Netanyahou d'annexer purement et simplement les territoires palestiniens occupés et sous contrôle d'Israël, avec la caution de Trump, c'est toute l'histoire de la tragédie vécue par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux. Une histoire faite de spoliation, de crimes contre l'humanité, de sang, de larmes, d'humiliation, d'injustice. Déjà amputés d'une partie de leur peuple, chassés en 1948 par l'armée israélienne, et les terroristes de l'Irgun et de la Haganah, les Palestiniens vont payer au prix fort la défaite des armées arabes coalisées contre Israël en 1967, dans ce que l'on nomme communément la guerre des 6 jours. Non seulement l'armée israélienne ne s'est jamais retirée des territoires occupés à l'issue de ce conflit, mais elle a au contraire engagé une politique de colonisation de ces territoires, en dépit et au mépris des dizaines de résolutions votées par l'ONU condamnant la politique d'annexion d'Israël. Le résultat de 50 ans de colonisation, ce sont 600 000 colons juifs israéliens qui vivent sur les territoires palestiniens occupés. Ce sont plus de 100 000 hectares de terres palestiniennes accaparées par Israël depuis 1967. Ce sont 50 000 habitations et autres structures qui ont été démolies par Israël dans les TPO. Ce sont plus de 4,9 millions de Palestiniens qui voient leur liberté de mouvement restreinte chaque jour. Ces chiffres accablants ne sont pas de moi, mais d'Amnesty International. Au cours des 50 dernières années, Israël a expulsé et déplacé de force des communautés palestiniennes entières et démoli des milliers d'habitations et structures palestiniennes, rendant des dizaines de milliers de personnes sans abri et causant des souffrances et des traumatismes terribles. Les forces israéliennes ont également transféré de force de nombreux Palestiniens au sein des territoires occupés, ou les ont contraints à l'exil. Les démolitions des habitations qui continuent d'avoir cours sont l'une des principales raisons pour lesquelles des transferts ont encore lieu aujourd'hui. Ces mesures permettent à Israël d'avoir sous contrôle le territoire palestinien et ses ressources, de continuer l'expansion des colonies et de chasser les Palestiniens de certaines zones considérées comme stratégiques, telles que la vallée fertile du Jourdain ou Jérusalem. Elles représentent également des mesures punitives et s'apparentent à des sanctions collectives. 50 ans d'occupation, ce sont aussi 50 ans d'arrestation arbitraire, de détention et de procès iniques. Dans ces conditions, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi face à une telle barbarie, comment des millions de Palestiniens n'ont pas encore basculé dans la lutte armée, voire le terrorisme? On reproche au Hamas et aux Palestiniens en général de ne pas reconnaître le droit à l'existence de l'État d'Israël, alors que les Israéliens nient l'existence même d'un peuple palestinien et leur dénient tout droit en tant que nation à s'organiser et à s'administrer en tant qu'État libre et souverain. Comment peut-on demander à une personne de vous accorder le droit et la sécurité de vivre en paix alors que vous lui crachez à la gueule depuis 73 ans et que vous bafouez ses droits les plus élémentaires? Comment peut-on considérer Israël comme un État démocratique alors qu'il instaure un véritable régime d'apartheid à l'égard des Palestiniens? Comment peut-on dialoguer avec des gens qui refusent toute critique et remise en cause de la politique d'Israël et qui n'hésitent pas à instrumentaliser à tout bout de champ l'argument de l'antisémitisme comme paravent? Nous ne sommes pas là pour cracher sur Israël, mais pour dire que les vies des Palestiniens comptent. Peuple kanak, nous avons connu l'oppression coloniale.
les discriminations. Nous avons subi une politique d'apartheid durant plus d'un demi-siècle de régime de l'indigénat. Nos aïeux, nos grands-parents, nos parents ont connu les humiliations, les brimades des colons et des petits auxiliaires de l'administration coloniale. Nos aïeux ont été chassés de leurs terres, parqués dans des réserves mouroirs, exposés comme des bêtes de foire dans des expositions coloniales universelles. Mais comme le peuple palestinien, nous avons toujours relevé la tête. Nous n'avons jamais renoncé à notre liberté, ni abdiqué nos aspirations à redevenir un peuple libre et une nation libre, libérée des chaînes du colonialisme. Nous sommes réunis aujourd'hui, chers camarades, pour dire encore et toujours que nous sommes tous des Palestiniens de Gaza, de Naplouse, de Ramallah et de Jérusalem. Oui. Nous sommes là pour dire à nos frères de Palestine que même situés au fin fond du Pacifique Sud, nous sommes à vos côtés et nous prions pour votre salut. Je voudrais terminer par une anecdote. C'est en fin 85, à la télévision française, il y avait un reportage d'une équipe de la télévision suédoise. C'était là en pleine guerre au Liban et l'armée israélienne pilonnait le QG de l'OLP à Beyrouth, quoi. Et cette équipe de la télévision suédoise, ils avaient réussi à pénétrer dans le bunker dans lequel était caché Yasser Arafat et une partie de la direction de l'OLP. Et c'est cette interview qui est passée à la télévision française. Et on entendait le fracas des bombes, parce qu'ils savaient que l'armée israélienne, l'aviation israélienne savait qu'Yasser Arafat se cachait là, dans ce camp de réfugiés. On entendait le fracas des bombes et le journaliste suédois pose la question à Arafat. Est-ce que vous avez peur? Et Yasser Arafat lui répond non, j'ai pas peur. Vous, peut-être, vous avez peur, ou celui qui est là-haut, là, celui qui est dans l'avion qui nous bombarde. Mais vous, en tant que leader de la résistance palestinienne, en ce moment même, qu'est-ce que vous ressentez? Et ça, c'était un moment extraordinaire. Alors, Arafat, il regarde, le vieux Arafat regarde en face de la caméra et dans son sourire légendaire, il répond « Je ressens comme un parfum de paradis. Vive la Palestine, Palestine vaincra. » Merci encore Nalaïl pour ce discours d'introduction au niveau de